Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, puisque je pense qu'il y a parmi vous des membres de la communauté IHEDN, d'ailleurs vous en faites tous partie, je suis très heureux véritablement de vous accueillir pour cette reprise, ou quasiment cette reprise des lundis de l'IHEDN, après toutefois que nous nous soyons vus, je crois que c'était le 15 novembre, à l'occasion de la sortie du livre sur l'histoire de l'IHEDN. Vous le savez, l'IHEDN, c'est une longue histoire. L'IHEDN connaît actuellement une réforme importante dans la continuité de sa mission, qui est de promouvoir une unité de doctrine, de pensée et d'action parmi les décideurs au travers de ses multiples activités à l'échelon national, régional et international. Mais l'IHEDN a aussi pour but de nourrir le débat et d'instaurer une culture du débat dans notre société. Et je crois que ça correspond aujourd'hui à un besoin, et c'est dans ce cadre que s'inscrivent véritablement les lundis de l'IHEDN. C'est pourquoi je ne pourrais pas non plus commencer et introduire cette conférence sans vous adresser en mon nom propre et au nom de tout le personnel de l'IHEDN, mes tout meilleurs voeux pour 2022, et notamment une très bonne année de débat, qu'elle nous permette de cultiver cette appétence, de faire émerger de nouvelles idées, d'une certaine manière, qu'elle nous permette trois choses, qu'elle nous permette d'abord d'avoir l'occasion d'écouter de belles interventions, des orateurs de talent, qu'elle nous permette de concevoir de nouvelles idées stimulantes, et puis qu'elle nous permette chacun de les faire partager dans nos différents cercles. Alors, ce soir, nous avons choisi d'aborder le thème de la réelle politique en Europe. L'Europe est au cœur de notre actualité à travers la présidence française de l'Union européenne qui vient de commencer. Et il faut bien admettre qu'il y a souvent, de manière sous-jacente au moins, un débat sur l'Europe et un débat sur la réelle politique. Pour certains, probablement, l'idée européenne est sans doute une idée généreuse, sympathique, mais qui serait en fait contraire à nos intérêts. Il serait temps de nous en rendre compte. C'est peut-être ce qui a pu suggérer à certains, outre-Manche, l'idée du Brexit. Et puis pour d'autres, la réelle politique, cela s'assimile au nationalisme, et ce serait néfaste par nature, et l'Europe aurait pour vocation de mettre fin à tout cela à travers, par exemple, la toute-puissance du droit. Alors, c'est certainement très caricatural ce que je viens de présenter, mais au fond, c'est un sujet de débat, et je crois que c'est un débat légitime, mais c'est un sujet de débat qui va bien au-delà. D'abord, je crois que c'est un sujet de débat autour du type d'Europe que nous voulons. On pourrait, je ne serais pas loin de le penser, soutenir que la construction européenne, c'est peut-être une idée en réalité de réelle politique la plus pure qui soit, tant l'évolution du contexte international, les compétitions plus dures, notre interdépendance croissante nous y conduit. Mais cela pose naturellement la question du type d'Europe que nous voulons, une Europe des marchés, une Europe du droit ou une Europe puissance, c'est certainement une première question. Mais c'est aussi la conception que nous avons du rôle de l'Europe dans le monde. Quelle est la relation de l'Europe avec le reste du monde ? Comment l'Europe et les pays européens doivent-ils articuler la poursuite de leurs intérêts légitimes et la fidélité à des valeurs ? Parce que je crois, et vous en serez sans doute d'accord avec moi, que de toute façon l'Europe, ce ne sera ni une autre Russie, ni une autre Amérique, ni une autre Chine. Et puis aussi notre conception de ce que c'est qu'une réelle politique. Est-ce qu'il y a antinomie entre idéalisme et politique réaliste, ou est-ce que le réalisme des relations internationales n'est qu'une autre forme d'idéalisme? Je vous laisserai en juger. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de réelle politique, lorsqu'on appelle à la réelle politique, souvent c'est parce tout simplement on n'est pas d'accord avec la politique qui est aujourd'hui conduite. Autrement dit, est-ce qu'il y a pour l'Europe une définition objective de ce que serait une réelle politique?
Je crois que c'est une dernière question. Alors, j'ai trop parlé et j'ai évoqué quelques questions, mais elles sont certainement très loin d'épuiser le sujet. Et je voudrais, sans plus attendre, laisser la parole à notre intervenant. Permettez-moi simplement de le présenter rapidement en le remerciant très chaleureusement d'être parmi nous ce soir. Jérémy Gallon, c'est un enfant de l'Allier qui a parcouru le monde de l'Asie à l'Amérique. Est-ce que c'est parce que ça commence par des A, un peu comme les héroïnes de Pierre Benoît, je ne sais pas. En tout cas, je saisis cette occasion de saluer l'association régionale IHEDN Auvergne qui diffuse ce soir, en ce moment même, ce débat depuis la salle des fêtes de Moulins. Et on me disait à l'instant que cette conférence était également diffusée dans de très nombreux autres lieux, je crois à Nantes notamment. Alors, Jérémy Gallon, vous êtes un millénial, suivant la formule consacrée. Vous avez eu finalement plusieurs vies déjà, mais vous êtes un homme engagé dans l'action comme dans ses idées. Vous portez des convictions européennes, républicaines, universalistes. Vous êtes né effectivement à Clermont-Ferrand et vous êtes aujourd'hui le directeur général pour l'Europe du cabinet de conseil géopolitique McLarty Associates. Vous supervisez les activités et le développement en Europe d'un des leaders mondiaux du Conseil sur les questions géopolitiques et de diplomatie commerciale, et vous enseignez à Sciences Po, un cours dédié d'ailleurs à la politique étrangère de l'Union européenne. Vous aviez commencé votre carrière comme avocat spécialisé en droit international au sein du cabinet David Polk & Wardwell et travaillé pour la Banque mondiale dans les Balkans. Et vous avez été aussi le conseiller de l'ambassadeur de l'Union européenne aux États-Unis. Dans cette position, vous vous étiez occupé des affaires multilatérales, onusiennes et des questions relatives aux droits de l'homme. Et vous aviez notamment travaillé, je crois, sur la crise migratoire. Entre 2017 et 2020, vous aviez occupé les fonctions de directeur général de la Chambre de commerce américaine en France, une structure que vous aviez transformée en think tank spécialisé sur les questions de politique commerciale et d'attractivité de l'économie française. Je crois qu'aussi vous êtes très engagé dans le milieu associatif notamment. Vous êtes membre du conseil d'administration et du bureau exécutif de l'Institut Aspen, membre du conseil d'orientation de l'ONG Responsible Business Initiative qui lutte contre la peine de mort. Et puis vous parrainez l'association de l'Allier aux grandes écoles qui vise à permettre à des lycéens issus de familles modestes du département de l'Allier de poursuivre leurs études en classe préparatoire. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages, le journal d'un jeune diplomate dans l'Amérique de Trump en 2018 et puis tout à fait récemment un livre sur Henry Kissinger, l'Européen, qui tombe particulièrement à point. Et puis vous avez écrit de très nombreux articles et tribunes dans tous les grands journaux quotidiens ou bien des revues plus intellectuelles comme la revue Esprit ou bien Foreign Policy, American Interest et Politico. Vous êtes diplômé de Harvard en droit international, d'HEC, de Panthéon-Sorbonne, Paris 1, et puis vous êtes un ancien élève de l'université Tsinghua de Pékin. Vous avez été admis au barreau de Paris. Et vous aviez été nommé en 2018 par l'Institut Aspen Young Leader européen et Young Leader engagé en 2019. Nous sommes véritablement impatients de vous entendre. Et le débat sera animé, modéré par Armelle Charrier, que j'ai grand plaisir à accueillir ici ce soir. Armelle Charrier, je pense que vous la connaissez, elle est éditorialiste pour les questions internationales à France 24. Elle décrypte chaque matin les questions d'actualité. C'est une spécialiste de géopolitique et de défense et elle intervient très régulièrement dans de très nombreuses éditions comme C'est dans l'air. Et surtout, elle a suivi la 63e session politique de défense de l'IHEDN. Voilà.
Et je crois qu'il y a des questions qui t'interpellent, Armel, en ce moment, m'a-t-on dit, dans tous les dossiers qui s'accumulent sur ton bureau. Est-ce qu'on peut vraiment faire preuve de lucidité et appliquer ensuite avec pragmatisme des programmes novateurs, identitaires ou économiques? Ça fait partie de tes axes de réflexion. Voilà, je vais m'arrêter là et je cède immédiatement la parole à Jérémy Gallon. Mon général, monsieur le directeur de l'IHEDN, madame l'ambassadeur, monsieur le préfet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je tiens tout d'abord à vous dire combien je suis heureux et honoré d'être aujourd'hui l'invité de l'Institut des hautes études de défense nationale en ce magnifique amphithéâtre Foch de l'école militaire. Je remercie le directeur de l'IHEDN, le général de corps d'armée Benoît Durieux, pour son mot d'introduction. Je tiens également à remercier l'ambassadrice de France Sylvie Berman, présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, ainsi que le préfet Conus, directeur adjoint de l'IHEDN, pour leur présence aujourd'hui. Enfin, mes remerciements vont à Alain Graff, directeur des relations institutionnelles de l'IHEDN, qui a rendu cette rencontre possible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le 28 novembre 1943, il est 16 heures, lorsque dans le salon d'honneur de l'ambassade soviétique à Téhéran, les trois grands, Franklin Delano Roosevelt, Joseph Staline et Winston Churchill, se retrouvent pour la première fois ensemble. Pour Winston Churchill, cette conférence, qui passera à la postérité sous le nom de conférence de Téhéran, doit être un triomphe, l'aboutissement d'années de lutte et de persévérance au cours desquels il a tout fait, tout entrepris, pour créer un front commun des puissances alliées. En décembre 1941, à la suite de l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis se sont enfin résolus à entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Fin 1942, les armées allemandes et japonaises ont essuyé leur première défaite. Et le 31 janvier 1943, à Stalingrad, le maréchal Paulus, commandant de la 6e armée allemande, a capitulé. Pour la première fois, les Alliés comprennent que la victoire finale, si elle demandera encore bien des sacrifices, des efforts et des souffrances, cette victoire est désormais au bout du chemin. Pourtant, ce 28 novembre 1943, à Téhéran, Winston Churchill comprend que ce n'est pas simplement le début de la fin de la guerre qui s'annonce. C'est aussi le début de la fin d'une ère pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. La fin d'une Europe qui écrit l'histoire. La fin de puissances européennes qui peuvent seules façonner la marche du monde. Alors qu'il regarde ses homologues américains et soviétiques, il réalise que ces deux hommes pensent déjà à l'après-Seconde Guerre mondiale. Un après où il n'y aura plus de place à la table des grands, ni pour le Royaume-Uni, ni pour l'Europe. Face à la puissance industrielle et économique des États-Unis, face à la force de l'armée rouge et du peuple russe capable de résister et de repousser 200 divisions allemandes, ce n'est plus lui, Churchill, qui a la main. Moins d'un an plus tard, le 4 juin 1944, dans un train spécial affrété à Portsmouth, le vieux lion se retrouve face au général de Gaulle. La bataille de Normandie s'apprête à être lancée, mais ce jour-là, c'est de la place de l'Europe dans le monde dont les deux hommes parlent. Vous faites la guerre depuis le premier jour, dit le général de Gaulle à Churchill. On peut même dire que personnellement, vous êtes la guerre. Et vous vous mettez à la remorque des États-Unis ? C'est à vous de prendre la direction morale de cette guerre. Churchill l'écoute et ne dit rien. Il est touché par les mots de ce Français incontrôlable, qui l'agace, l'exaspère, mais pour lequel il a une profonde admiration et un immense respect.
Cependant, Churchill a compris que le temps où les puissances européennes pouvaient seules écrire l'histoire est révolu. Certes, au cours des années suivantes, des décennies suivantes, il y aura des coups de menton, de rares moments où des hommes exceptionnels, Churchill et De Gaulle en premier lieu, forts de la légitimité que l'histoire leur aura conférée, donneront le sentiment à leur peuple qu'ils comptent encore sur l'échiquier mondial. Mais Churchill le sait, la gloire des Européens appartient au temps passé. C'est cette conviction qui amènera Churchill, le patriote, le descendant d'une des plus illustres familles du Royaume-Uni, lui qui a été élevé et s'est construit en tant qu'homme, dans l'amour inconditionnel de l'Empire britannique, a déclaré dans un discours prononcé en français le 12 août 1949, place Kléber à Strasbourg, et je le cite, « Dans cette ville ancienne et encore marquée par les blessures de la guerre, nous sommes réunis pour former une assemblée qui, nous l'espérons, sera un jour le Parlement de l'Europe. Nous sommes ici pour faire revivre les gloires anciennes de l'Europe et permettre à cet illustre continent de reprendre dans une organisation mondiale sa place de membre indépendant et se suffisant à lui-même. Ainsi, non seulement nous trouverons le chemin de la renaissance et de la prospérité de l'Europe, mais en même temps, nous nous protégerons nous-mêmes contre tout risque d'être piétinés et écrasés. La question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir si l'Europe, telle qu'elle s'est construite depuis plus de 70 ans, a répondu à cet appel, cette ambition, ce rêve qu'avait formulé Churchill. Avons-nous retrouvé le chemin de la Renaissance? Avons-nous fait revivre les gloires anciennes de l'Europe? Sommes-nous aujourd'hui Européens capables de nous protéger nous-mêmes contre tout risque d'être piétinés et écrasés? À ces questions, force est de constater que la réponse est toujours la même. Non. Dès 1956, la crise de Suez a cruellement rappelé aux deux puissances européennes qui avaient dominé le monde du XVIIe siècle au début du XXe siècle, aux deux nations qui s'étaient forgées des empires, qu'elles ne pouvaient même plus décider par elles-mêmes de leur destin si l'un des deux grands s'y opposait. Quelques décennies plus tard, au début des années 1990, c'est en ex-Yougoslavie, au cœur même de notre continent, que nos dirigeants ont été incapables d'empêcher l'horreur et l'irréparable de se produire. Moins de 50 ans après la fin de la Shoah, nous, Européens, avons laissé des camps de concentration s'ouvrir à nouveau sur notre sol, et nous n'avons pas pu empêcher le massacre de Srebrenica de survenir et un nettoyage ethnique de se produire. Plus récemment, lors de la crise syrienne, une crise qui, par ses répercussions, et notamment les flux migratoires qu'elle a suscités, a déstabilisé l'ensemble des sociétés européennes. Une crise qui, partout, a fragilisé le lien social, nourri la montée des extrêmes et contribué à déchaîner l'horreur terroriste sur notre sol. Où était l'Europe? Alors même que cette crise est l'une des plus graves auxquelles notre continent ait été confronté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'étions même pas à la table des négociations. Russes, Américains, Turcs, Iraniens, décidaient du sort d'une crise dont nous n'avons pas encore fini de payer le prix. Cette impuissance européenne, il est malheureusement bien d'autres crises et d'autres conflits où nous avons pu l'observer. En 2020, lors de la guerre au Haut-Karabakh, où étions-nous? Nulle part. Et qu'en est-il du conflit israélo-palestinien, qui lui aussi s'immisce dans notre fabrique sociale? L'Union européenne et ses États membres sont de loin les premiers bailleurs de fonds de l'autorité palestinienne. Et pourtant, quel est notre poids politique? Néant. Et que dire du retrait récent en Afghanistan, où nous avons été traités comme des alliés de seconde zone? Comme cela avait déjà été le cas en 2018, lorsque Washington n'avait pas plus consulté ses alliés européens au moment de se retirer de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ou en août 2019, lorsque la décision avait été prise par les États-Unis
de sortir du traité de désarmement FNI, accroissant ainsi les risques d'instabilité en Europe. Et aujourd'hui, alors que tous les regards sont tournés vers l'Ukraine, qu'en est-il? Oui, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, s'est rendu il y a quelques jours sur la ligne de front. Les hauts fonctionnaires américains consultent poliment leurs homologues européens, mais personne n'est dupe. Le format dit de Normandie qui réunissait la Russie, l'Ukraine, la France et l'Allemagne est mort. C'est désormais un dialogue entre les États-Unis et la Russie qui s'est institué. Au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, notre influence est aussi en recul. Même en Afrique, continent dont l'avenir ne peut être dissocié de celui de l'Europe, nous sommes dans une posture défensive. Par nos liens historiques et par le fait que 75% de l'aide au développement en Afrique subsaharienne est délivrée par l'Union européenne, nous devrions avoir des leviers d'influence importants. Pourtant, qui investit et noue des partenariats avec les écosystèmes foisonnants d'entrepreneurs que l'on observe aujourd'hui au Kenya, au Ghana ou au Nigeria, pour n'en citer que quelques-uns? La Chine, les pays du Golfe, la Turquie et les États-Unis. Nous, Européens, ne voyons l'Afrique que par le prisme du passé et des menaces qu'elle serait susceptible de porter à notre égard. Alors que toutes les grandes puissances font le pari de ce continent situé à nos portes, nous semblons paralysés par un passé colonial dont nous ne parvenons pas à tourner la page. Où que notre regard se porte, l'Europe sort donc de l'histoire, et elle en sort à grands pas. Mais est-ce si grave, me direz-vous? Ne plus écrire l'histoire, ne plus façonner les équilibres du monde, est-ce si difficile à accepter? Cela justifie-t-il de vouloir dessiner une nouvelle Europe, de tenter d'articuler une nouvelle politique étrangère pour l'Europe? Pour grand nombre d'Européens, pour beaucoup de nos concitoyens, cela n'a rien d'évident. Dans un continent qui, pendant des siècles, a été rongé par les tragédies, les guerres intestines, où des générations entières ont été décimées par de terribles conflits, ne devrions-nous pas nous contenter de ce luxe inouï qui nous est offert depuis plus de 75 ans, la paix au sein de l'Union européenne? Certains ajouteront que durant cette période, se sont développés des modèles de protection sociale, une civilisation des loisirs et un bien-être matériel qui n'ont pas d'équivalent dans le monde et dans l'histoire. Et il est même de répéter, pourquoi donc vouloir changer? Ne pourrions-nous pas avoir pour objectif d'être une grande Suisse ou, pour les plus ambitieux d'entre nous, une grande Allemagne? Géant économique, puissance commerciale de premier plan et démocratie florissante? Alors oui, certes, un nain géopolitique. Mais au fond, diront les partisans de cette solution, qui rêve encore d'un grand destin pour l'Europe? Et dans une époque pétrifiée par la culpabilisation, ne sont-ils pas un peu suspects ceux qui, le plus souvent sans se l'avouer, nourrissent la nostalgie d'une grandeur passée? Ils sont nombreux, très nombreux, ceux qui tiennent ce raisonnement. Déjà en 1976, Raymond Aron écrivait « Les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang. D'autres, par centaines de millions, y entrent. » Aujourd'hui, ces mots n'ont rien perdu de leur pertinence. Sauf que ce ne sont plus des centaines de millions, mais des milliards de non-européens qui entrent dans l'histoire. Pour ma part, je suis convaincu que celles et ceux qui se réjouissent ou se résignent à la sortie de l'Europe de l'histoire, celles et ceux qui pensent que nous pouvons être cet îlot de prospérité au milieu d'un monde en proie aux tempêtes, se trompent lourdement. Tout d'abord, ils se bercent d'illusions lorsqu'ils imaginent que les puissances tierces qui nous cernent, celles qui investissent toujours plus dans leur capacité de défense, dans leur hard power,
laisseront l'Europe prospérer. Pour bien des dirigeants à travers le monde, le modèle démocratique européen, la place que celui-ci accorde aux libertés individuelles, la vision qu'il se fait de l'homme, constituent des menaces auxquelles il faut mettre un terme. Guerre hybride, désinformation, stratégie d'influence par les canaux religieux, médiatiques ou culturels. Tout est bon pour déstabiliser les démocraties européennes. Dans un monde de carnivores géopolitiques, la durée de vie des herbivores est comptée. Mais ce sont également certaines dynamiques économiques, démographiques et climatiques qui nous rendent profondément vulnérables. En 2050, la population de l'Afrique sera de 2,4 milliards d'habitants, soit 3 fois plus que celle de l'Europe. Cela signifie qu'en un siècle, les deux continents auront échangé leurs poids respectifs dans la population mondiale. Même si nous mettons en place des politiques pour tenter d'apporter des réponses aux causes structurelles des flux migratoires, que nous tentons, par nos politiques de développement, de renforcer les opportunités économiques dans les pays d'origine des migrants, et par notre aide humanitaire de tarir certains mouvements migratoires dans des zones en crise, le fait est que ces flux ne vont faire que s'accroître, augmentant ainsi la pression sur l'Europe. Une Europe qui n'a pas su retenir les leçons de la crise migratoire de 2015 et dont les frontières sont encore trop poreuses. Par ailleurs, comme nous le montre l'exemple afghan, la pression migratoire n'a pas pour seule origine l'Afrique, et elle sera également renforcée par les déplacements de population liés au changement climatique. Il est enfin bien des situations où des puissances tierces s'appuient elles-mêmes sur ces dynamiques afin de faire pression sur l'Europe. En violant les frontières extérieures de l'Union européenne, Alexandre Loukachenko nous a ainsi rappelé que l'immigration illégale est devenue une arme au service de tous ceux qui veulent intimider et déstabiliser l'Europe. Mais le dictateur biélorusse ne fait là que suivre les traces de Bachar el-Assad, poussant une partie de son peuple à fuir vers l'Europe, ou de Vladimir Poutine, ouvrant la route de l'Arctique aux migrants pour faire pression sur la Finlande. L'idée que nous pourrions être tout à la fois un nain géopolitique et une terre de paix, de prospérité, est donc une illusion. Écrire l'histoire n'est pas le désir capricieux d'Européens nostalgiques d'un passé glorieux. C'est la condition même de notre survie, de notre capacité à transmettre demain à nos enfants et nos petits-enfants les valeurs qui sont les nôtres. Cet héritage culturel, intellectuel, philosophique, unique qui est le nôtre. C'est s'offrir la possibilité de bâtir un futur qui ne soit pas dessiné par d'autres puissances. Cependant, j'ai de plus en plus souvent le sentiment que nos dirigeants se résignent au déclin européen. Tandis que les plus ambitieux se contentent de souhaiter une forme d'indépendance limitée à l'égard de Washington et de Pékin, nombreux sont ceux qui se résolvent à vivre dans l'ombre de l'une des deux superpuissances. Tout au plus, cherche-t-il à éviter d'être la victime d'une nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Si nous continuons sur ce chemin, alors nous connaîtrons le même destin que Rome au Ve siècle et l'Empire chinois lorsqu'il vit le corps expéditionnaire franco-britannique venir mettre à sac le palais d'été le 18 octobre 1960, annonçant une longue période de déclin pour l'Empire du Milieu. Le jeune homme de 36 ans que je suis refuse cette abdication. Je la refuse car je suis convaincu que l'Europe porte en elle tout ce qui est nécessaire pour être la grande puissance qui dessinera le monde de demain. Mais pour atteindre cette ambition, qui doit être celle de l'ensemble des Européens, nous devons cesser de renier ce que nous sommes. Le temps est donc venu de prendre un autre chemin. Mais comme l'écrivait de façon prémonitoire Stefan Zweig en 1934, ne perdons pas de temps, car le temps ne travaille pas pour nous. Permettez-moi d'ajouter que l'histoire finit toujours, tôt ou tard,
par punir la frivolité stratégique. C'est donc dans ce contexte que se pose une première question qui m'apparaît aujourd'hui essentielle. Le temps n'est-il pas venu de changer radicalement la politique étrangère de l'Union européenne ? Parce que la diplomatie européenne se veut pénétrée de morale et d'idéalisme, parce qu'elle multiplie les déclarations outrées pour condamner les violations des droits de l'homme et crimes commis par les dirigeants contre leur peuple, nos dirigeants se targuent d'avoir rempli leur contrat moral. Le soir, une fois leur communiqué de presse rendu public, après qu'ils aient pris un ton outré sur les plateaux de télévision ou les matinales de radio pour dénoncer la situation terrible dans telle ou telle région du monde, ils ont le sentiment du devoir accompli, l'agréable sensation qu'ils ont droit au repos serein des honnêtes gens. À ces dirigeants européens, j'aimerais poser la question suivante. Pensez-vous sincèrement que parce que nous nous référons systématiquement à de grands principes et que dans chaque discours, chaque déclaration, chaque communiqué, nous en appelons aux droits de l'homme, alors nous serions nécessairement du côté du bien, du côté de la juste cause ? Je ne le crois pas. Au contraire, je pense que nous, Européens, nous nous mentons à nous-mêmes. La vérité est que par son impuissance tragique, notre politique étrangère, la politique étrangère de l'Europe, en devient amorale. Le temps n'est-il pas venu de reconnaître que trop peu de vies ont été sauvées, trop peu de prisonniers politiques relâchés et trop peu d'autocrates renforcés par la seule magie de notre diplomatie des bons sentiments ? Pire, méprisée par les autres puissances, l'Union européenne est en train de perdre le respect de ses propres citoyens. Je suis donc convaincu que nous n'avons pas d'autre choix que de repenser complètement notre politique étrangère. Se pose donc désormais la question qui nous rassemble aujourd'hui. La voie à suivre pour l'Europe se trouve-t-elle dans l'émergence d'une réelle politique européenne ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander pourquoi nous parlons de réelle politique de l'Europe et non pas d'une réelle politique de la France. Soyons clairs, il n'y a aujourd'hui pas d'alternative à une diplomatie européenne. Si nous nous refermons sur les États-nations, alors nous précipiterons notre déclin. Tous les principaux défis actuels, migration, terrorisme, changement climatique, stratégie d'innovation, protection de nos citoyens contre les excès de la mondialisation, défense de nos intérêts commerciaux, et je pourrais en citer bien d'autres, appellent une réponse européenne. N'en déplaise à nos responsables politiques nationaux, l'État-nation n'est plus l'échelon pertinent pour apporter les réponses les plus appropriées à ces grands défis. C'est donc bien d'une réelle politique de l'Europe dont il faut parler. Il convient dès lors d'apporter une définition à ce que nous entendons par réelle politique. Sous la plume de ces critiques, la notion de réelle politique traduit un mélange de brutalité et de cynisme, ayant pour seul but l'accomplissement d'une politique amorale. À l'inverse, certains projettent dans ce terme une savante combinaison de pragmatisme, de lucidité et d'efficacité. Notion controversée, terme employé successivement comme un label, un slogan ou une ligne de conduite, la réelle politique est un de ces mots valises, fréquemment utilisés mais peu compris, dans lesquels chacun projette ce qu'il souhaite. Il convient donc de revenir à l'origine de ce concept. Comme l'a rappelé l'historien britannique John Bew, le terme apparaît pour la première fois en 1853 sous la plume d'August Ludwig von Rauchow, un activiste politique allemand. La réelle politique est alors définie comme une méthode d'action fondée sur une analyse rationnelle des facteurs déterminant une situation donnée. Cette analyse repose sur la compréhension des circonstances historiques et politiques, des logiques de pouvoir à l'œuvre, mais également sur l'évaluation précise de la force des idées et des émotions en présence. Dépourvue autant que possible de toute forme d'auto-illusion, elle sert la prise de décision afin d'atteindre non pas des idéaux, mais des objectifs concrets.
Je vous propose donc que nous revenions aujourd'hui à cette définition originelle de la realpolitik, celle qui s'inscrit dans la tradition européenne la plus classique. La realpolitik est une méthode d'action fondée sur une analyse rationnelle et dépourvue de sentiments des intérêts en présence afin de concevoir une politique qui se veut pragmatique. Et pour illustrer de manière concrète ce que j'entends par une realpolitik européenne, je souhaiterais que nous réfléchissions à ce que devrait être aujourd'hui la politique européenne à l'égard d'une région qui m'est très chère, les Balkans. Cette région est la dernière qui, au cœur même de l'Europe, a connu l'horreur de la guerre. Surtout, 26 ans après les accords de Dayton, les Balkans sont à nouveau au bord de l'abîme. En Bosnie, au Monténégro, en Serbie et au Kosovo, les tensions s'accumulent. Et dans un tragique écho au passé, les Européens semblent paralysés et incapables de peser sur le cours des événements. Comment en sommes-nous arrivés là? Depuis trop longtemps, la politique de Bruxelles à l'égard des Balkans se résume en un seul mot, un seul dogme, élargissement. Du sommet de Thessalonique en 2003 au sommet européen sur les Balkans occidentaux du 6 octobre dernier, les dirigeants de l'UE n'ont eu de cesse de présenter l'élargissement comme l'horizon unique et indépassable. Mais ce simulacre de diplomatie, nourri d'auto-illusion et de la négation des dynamiques et des intérêts en présence, a eu pour seul résultat que l'Union européenne est en train de perdre sur tous les fronts. Sur le plan interne, nos concitoyens sont exaspérés par une Union européenne qui, en refusant de mettre un terme aux négociations d'adhésion, donne l'image d'une machine bureaucratique aveugle aux dynamiques politiques et courant tel un poulet sans tête. Dans les Balkans occidentaux, la lâcheté européenne nourrit un sentiment d'humiliation qui se transforme peu à peu en colère et en amertume à l'égard de l'UE. Sur ce terreau prospèrent les stratégies d'influence de la Chine, de la Turquie, de la Russie. Dans ce contexte, nous n'avons pas d'autre choix que de penser et mettre en œuvre une autre politique, une realpolitik européenne à l'égard des Balkans occidentaux. L'analyse rationnelle et dépassionnée des dynamiques politiques à l'œuvre doit nous conduire à avoir enfin le courage de reconnaître qu'il n'y aura pas d'élargissement à court et moyen terme. Mais cette même analyse rationnelle de la situation actuelle et de l'histoire des Balkans nous rappelle que si nous détournons le regard de cette région, nous en paierons un jour le prix. Par ailleurs, nous ne pouvons plus laisser la souveraineté des Balkans occidentaux être menacée, comme c'est le cas au Monténégro, par leur dépendance financière à l'égard de la Chine ou de toute autre puissance non européenne. Une realpolitik européenne consistera donc à dessiner les contours d'un véritable partenariat stratégique en matière à la fois d'investissement, d'éducation, d'énergie et de défense avec les États de cette région. Au-delà des Balkans, une des questions cruciales est de savoir sur quel fondement l'Europe peut dessiner sa realpolitik. Ceux qui disent que l'Union européenne n'a pas les outils pour développer une realpolitik oublient les forces qu'elle porte en elle. Oui, l'Europe a en elle les forces qui lui permettront de dessiner les contours d'une realpolitik européenne. Il y a d'abord sa diversité. Alors que celle-ci est souvent décrite comme une faiblesse, je suis convaincu que dans un monde en mutation permanente, elle est une force pour nous, Européens. Comme le soulignait François Mauriac, l'Europe est cette terre sacrée où les sources du génie humain, français, italien, allemand, anglais, flamand, espagnol, slave, sans se confondre, ont jailli si près les unes des autres. Mais l'Europe est aussi riche d'une histoire plurimillénaire. Dans cette histoire, les triomphes coexistent avec les tragédies, les moments de gloire avec les humiliations et les zones d'ombre, les ères les plus sombres avec des périodes lumineuses.
ces plis de l'histoire, nous ont donné à nous, Européens, un sens du temps long, une densité qui sont des atouts au moment où la grande histoire, avec tout le tragique qu'elle porte en elle, est de retour. Surtout, le fait que l'Union européenne soit la première puissance commerciale mondiale et le premier donateur d'aide publique au développement sont des outils précieux pour bâtir une réelle politique. De Washington à New Delhi, en passant par Ottawa, Canberra ou Brasilia, l'Union européenne est désormais vue comme la grande puissance normative. Dans des domaines aussi divers que le numérique, l'environnement, la protection du consommateur ou les politiques commerciales, la règle européenne est devenue source d'inspiration pour les législateurs du monde entier. Quel que soit le regard que l'on porte sur les règles adoptées au niveau européen, force est de constater qu'il existe désormais un effet Bruxelles, comme l'a théorisé Anu Bradford, professeur de droit à l'Université Columbia. Or, les standards, les normes, reflètent des valeurs, une vision de l'individu. Définir les règles qui s'appliqueront à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, c'est être capable de défendre la conception qu'on se fait des libertés fondamentales, de la protection de nos données personnelles, du respect de la vie privée. Bref, autant de sujets sur lesquels nous, Européens, héritiers des Lumières et de l'humanisme, avons une conception qui nous est propre. Mais pour que ces atouts dont dispose l'Europe puissent servir de fondement à une réelle politique européenne, il est 4 obstacles majeurs que nous devons désormais surmonter. Le premier suppose d'enfin se doter d'une diplomatie européenne digne de ce nom. Depuis la création du Service européen pour l'action extérieure, le 1er décembre 2010, l'Union européenne dispose de son propre service diplomatique, d'une sorte de Quai d'Orsay européen. Celui-ci s'appuie sur des atouts considérables. Un réseau de délégations présentes dans presque l'ensemble des pays du monde et surtout de brillants diplomates, riches de leur culture nationale, mais mus par l'intérêt européen et désireux de permettre à notre continent de continuer d'écrire l'histoire. Mais il nous faut bien reconnaître qu'il n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur des espoirs placés en lui. Dès ses débuts, le jeune service diplomatique européen a été l'objet d'humiliations, certes symboliques, mais dont il paie encore le prix. Par souci de préserver les égos des 27 ministres des Affaires étrangères des États membres, celui qui aurait dû s'appeler ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne a hérité du titre obscur et bureaucratique de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Dans un esprit similaire, les ambassades de l'Union européenne ont été qualifiées de délégations. Si le but avait été dès le départ de créer de la confusion chez nos concitoyens ainsi que chez nos partenaires, nos dirigeants ne s'y seraient pas mieux pris. Surtout, un certain nombre de services diplomatiques nationaux n'ont pas joué le jeu. De la même manière que nos partis politiques ont pris l'habitude d'envoyer au Parlement européen les battus de la politique nationale, les fidèles apparatchiks ou les rivaux qu'il faut éloigner au plus vite, notre diplomatie n'a pas encouragé, à quelques trop rares exceptions, les meilleurs de ces éléments à intégrer le service européen pour l'action extérieure. C'est une grave erreur. En faisant cela, la France a limité son influence au sein du SEAE. Elle ne lui a pas transmis une forme de culture stratégique qui nous est propre. Et surtout, elle n'a pas permis à une jeune génération de brillants diplomates français d'aller se frotter aux arcanes de notre diplomatie européenne, d'en voir les forces, les faiblesses, les manques, quitte à revenir ensuite dans leur service diplomatique national pour bâtir à partir de leur capitale une Europe plus puissante. Non, les conservatismes et les jalousies ont prévalu. Le second obstacle est d'ordre institutionnel. Au niveau européen, toute décision en matière de politique étrangère requiert l'unanimité. L'idée sous-jacente est que ce système
qui oblige au consensus, protégerait l'intérêt national, car un veto serait toujours possible en cas d'isolement. La vérité est que si la politique étrangère de l'Europe est aujourd'hui si faible, elle le doit en partie à cette règle de l'unanimité. Trop souvent, celle-ci réduit en effet la diplomatie européenne au plus petit dénominateur commun. Et c'est l'Europe dans son ensemble qui devient l'otage d'intérêts égoïstes qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général européen. Ainsi, comment oublier que l'Union européenne a été plusieurs années incapable d'émettre la moindre critique sur la situation des droits de l'homme en Chine parce que les dirigeants grecs et hongrois, qui avaient accepté des financements chinois, ne voulaient pas s'aliéner Pékin? Comment accepter que les condamnations et les sanctions à l'égard de l'infâme régime biélorusse aient mis tant de temps à être adoptées au motif que Chypre y mettait son veto tant que l'Union européenne n'adopterait pas un langage plus ferme à l'égard d'Ankara? Comme l'a très bien expliqué l'ambassadrice de France Sylvie Bermann, la règle de l'unanimité donne un veto aux plus petits États membres et pénalise les grands. Il est donc urgent qu'en matière de politique étrangère de l'Union européenne, ce soit le vote à la majorité qualifiée qui s'impose. Certes, cela nous obligera à faire un travail diplomatique pour convaincre nos partenaires européens en amont, ce qui n'a peut-être pas toujours été la grande force de la diplomatie française au cours des dernières années. Mais cela se fera pour le meilleur. Il est également un troisième obstacle que l'Union européenne devra surmonter. Le temps est venu pour elle de cesser de penser sa diplomatie en silo. Alors que la politique commerciale devrait être l'un des principaux outils de la politique étrangère européenne, au même titre que la politique énergétique, celle-ci est pensée et mise en œuvre de manière indépendante par des services de la Commission européenne sur lesquels le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, n'a aucune autorité. Il en va également de notre politique d'aide au développement, qui, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Afghanistan, devrait être pensée en lien étroit avec notre politique migratoire. Mais il n'en est rien. Les machines bureaucratiques avancent avec leurs agendas propres, sans se parler, sans échanger, sans voir comment bâtir des synergies. Incapable de coordonner et d'articuler les différents pans de sa diplomatie, l'Union européenne n'est donc plus en mesure de dessiner une politique étrangère cohérente à l'égard de la Russie, de la Chine ou d'autres puissances. Au moment de s'interroger sur la possibilité d'une réelle politique pour l'Europe, il convient enfin d'écarter un dernier obstacle, ou plus précisément un mythe, celui qui consiste à considérer que prendre le chemin de la réelle politique serait une négation de notre identité européenne. Rien n'est plus faux. Façonner une réelle politique européenne, ce sera au contraire renouer avec ce qui pendant des siècles a fait la force de l'Europe, à savoir sa curiosité à l'égard du reste du monde. Notre continent fut celui qui écrivait l'histoire, car plus que tout autre, il faisait l'effort de comprendre l'altérité et l'ailleurs. Or, il n'en est plus rien. Dans L'étrange défaite, Marc Bloch soulignait qu'un des traits caractéristiques de la France des années 1930 était de s'être refermée sur elle-même. Ces élites s'étaient repliées sur leurs fantasmes et leurs médiocres petites passions. Elles avaient perdu l'appétit de comprendre les mutations du monde et plus encore d'en tirer les conséquences. Je suis convaincu que cette analyse s'applique à l'Europe d'aujourd'hui. Il nous faut donc désormais retrouver la capacité à défendre nos intérêts en comprenant le monde tel qu'il est et non pas tel que nous aimerions qu'il soit. Cependant, il convient de souligner que la levée de tous ces obstacles ne permettra pas l'émergence d'une réelle politique européenne tant que notre continent ne sera pas doté d'une réelle puissance militaire. Dans la tradition réaliste européenne la plus classique, il n'est en effet pas de diplomatie crédible sans force. Comme l'a écrit Henry Kissinger, au cours de l'histoire, l'influence des nations a été à peu près corrélée
à leur puissance militaire. Sans cette dernière, toute tentative de créer un équilibre des puissances est vouée à l'échec, car les mécanismes de dissuasion n'existent plus. La réelle-politique ne devient alors rien d'autre qu'une forme de lâcheté face à la montée des périls. C'est Neville Chamberlain à Munich. Mais permettez-moi de clarifier dès à présent certains points importants. Lorsque je parle d'une puissance militaire de l'Europe, je pense qu'un des risques est de se perdre dans des concepts tels que ceux d'armée européenne, d'autonomie stratégique européenne ou de souveraineté européenne. Autant de concepts qui font vivre bien des think tanks, permettent à bien des chercheurs de voyager pour aller d'un séminaire à l'autre et contribuent, à mon avis, à consommer beaucoup trop d'encre et de papier dans des rapports que personne ne lit. Mais vous, qui pour un certain nombre servez et combattez pour notre pays, vous savez mieux que quiconque que ces concepts, ces débats, sont souvent très éloignés de la réalité du terrain. Avant de parler d'armée européenne, posons-nous d'abord la question de savoir si nos enfants sont prêts aujourd'hui à mourir pour le drapeau européen. Vous l'avez compris, je suis passionnément attaché à l'Europe. Mais à cette question, je ne suis pas certain que la réponse soit positive. De la même manière, ceux qui reprochent à nos partenaires d'Europe de l'Est de ne pas être prêts à échanger la garantie de sécurité de l'OTAN contre une hypothétique garantie de sécurité européenne, j'aimerais poser la question suivante. Si demain la Russie envahit un pays balte, est-ce que nous enverrons nos troupes, nos enfants, combattre les soldats russes et se faire tuer pour préserver l'intégrité territoriale de la Lettonie, de la Lituanie ou de l'Estonie? Si vous n'êtes pas certain de la réponse, ne demandez pas à un Polonais ou un Letton de l'être à votre place. Soyons donc plus pragmatiques dans notre approche, en particulier à l'égard de nos partenaires européens qui n'ont pas la même histoire et la même culture stratégique que nous. Si vous parlez d'armée européenne à des officiers d'Europe de l'Est, la plupart d'entre eux lèveront les yeux au ciel. Si vous leur parlez de manœuvres conjointes sur le terrain, ils vous écouteront avec intérêt. Si vous dissertez sur l'autonomie stratégique européenne devant un parterre de dirigeants économiques européens, vous perdrez leur attention. Si vous leur parlez de projets européens concrets en matière d'infrastructures, d'hydrogène ou de nucléaire civil, ils vous soutiendront. Si vous sermonnez des diplomates d'autres États membres sur la nécessaire souveraineté européenne, leurs regards se tourneront vers Washington. Si vous les impliquez constamment dans les grandes décisions européennes, vous gagnerez leur estime et leur confiance. Quand je parle de puissance militaire de l'Europe, je parle donc de mesures concrètes qui, certes, demandent du courage politique, mais qu'il est impératif de prendre. En 2014, lors du sommet de Newport au Pays de Galles, les pays membres de l'OTAN s'étaient engagés à atteindre à l'horizon 2024 le seuil de 2% de leur produit intérieur brut consacré aux dépenses de défense. Je sais que ce critère de 2% est critiquable et fait l'objet de nombreux débats. Il n'en demeure pas moins qu'il est un marqueur de l'effort entrepris par une nation, une société, en matière de défense. Au sein de l'Union européenne, d'après les données Eurostat, c'est en moyenne 1,2% de leur PIB que les États membres consacrent aux dépenses de défense. En Allemagne, c'est 1,4%. En Italie, 1,6%. Un pays comme l'Irlande, certes non membre de l'OTAN, ne consacre que 0,4% de son PIB à l'effort de défense. En 2020, l'ensemble des États membres de l'Union européenne ont dépensé 198 milliards d'euros en matière de défense. C'est une hausse de 5% par rapport à 2019, mais à titre de comparaison, les États-Unis ont dépensé 675 milliards et la Chine 223 milliards. Nous pouvons tourner l'équation dans tous les sens, mais le fait est qu'au moment où les menaces se font toujours plus grandes, nous, Européens, devons augmenter très substantiellement nos dépenses de défense. Dans un contexte
extrêmement dégradée de finances publiques, faire et assumer le choix d'augmenter le budget alloué à nos armées, ainsi que les dépenses de recherche et d'innovation qui y sont associées, demandera beaucoup de courage politique. Il faudra faire des choix. Si nous dépensons plus en matière de défense, ce que je pense être une obligation absolue pour l'Europe, alors il nous faudra réduire d'autres postes de dépenses, notamment d'ordre social. Dans ce contexte, une approche réaliste consiste également à considérer que tout en multipliant les efforts pour enfin donner une réalité à certaines ambitions en matière de défense européenne, l'OTAN demeurera un élément essentiel de l'architecture de sécurité européenne. Ne plaçons donc pas nos partenaires européens devant le choix d'avoir à choisir entre l'OTAN et la défense européenne. Ce serait une lourde erreur. Faisons tous les efforts nécessaires pour être capables de renforcer nos capacités d'intervention et notre autonomie, en premier lieu au cœur même des frontières de l'Europe, mais également dans notre voisinage le plus proche. Mais travaillons également main dans la main avec nos alliés américains, comme nous le faisons en ce moment même en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, pour répondre à certaines menaces auxquelles nous ne pourrons pas répondre seuls, ni à court terme, ni malheureusement à moyen terme. En matière de défense, je ne peux m'empêcher également d'observer qu'il n'y aura pas de réelle politique de l'Europe sans une coopération étroite avec le Royaume-Uni. Quel que soit le regard que l'on porte sur le gouvernement britannique actuel, le fait est que le Royaume-Uni demeure, avec la France, la seule puissance européenne digne de ce nom en matière de défense. Fin novembre 2020, le Premier ministre Johnson a d'ailleurs annoncé une augmentation du budget de la défense britannique de 16,5 milliards de livres sur 4 ans, soit la plus forte hausse depuis la fin de la guerre froide. Et le 16 mars dernier, la revue intégrée de sécurité, de défense, d'aide au développement et de politique étrangère du gouvernement britannique, rédigée par l'historien britannique John Bew, lui-même un spécialiste de la réelle-politique, nous a rappelé que si l'on met un instant de côté la politique politicienne et les disputes mesquines des derniers mois, le Royaume-Uni et l'Union européenne font aujourd'hui face aux mêmes défis et aux mêmes menaces. Dans ce contexte, l'intérêt stratégique de l'Europe commande plus que jamais que nous travaillons ensemble. Enfin, avant de conclure cette intervention, je souhaiterais revenir sur les qualités qui seront nécessaires à celles et ceux qui auront pour ambition de façonner et d'incarner la réelle politique de l'Europe. Si la réelle politique demeure étrangère à nombre de nos dirigeants, c'est qu'elle est profondément exigeante à l'égard de ceux qui prétendent jouer un rôle politique. La réelle politique nous confronte en effet à un monde fait de nuances de gris et de zones d'ombre. Elle nous plonge dans une réalité qui ne peut pas se réduire à une grille de lecture manichéenne. Elle est celle qui rappelle aux gouvernants qu'il n'a souvent le choix qu'entre des options imparfaites et donc impopulaires. Enfin, elle l'oblige à inscrire son action dans la durée et à reconnaître qu'il n'est que l'héritier éphémère d'une histoire qui le dépasse. En somme, la réelle politique est le contraire de toutes les tendances qui dominent notre société actuelle. Parmi les figures qui ont incarné la réelle politique de l'Europe, il en est une, méconnue en France, mais pour laquelle j'ai une profonde affection. Il ne s'agit ni de Metternich, ni de Talleyrand, deux diplomates pour lesquels j'ai une immense admiration, mais du vicomte de Castlereagh. Ministre des Affaires étrangères de l'Empire britannique entre 1812 et 1822, il fut avec William Pitt et Lord Palmerston l'homme qui fit du Royaume-Uni la grande puissance du XIXe siècle. Parce qu'il était convaincu qu'elle serait la plus à même de préserver les intérêts de la Grande-Bretagne, Castlereagh avait conçu, puis défendu sans relâche, une diplomatie britannique empreinte de réalisme. Mais ce que ses détracteurs voyaient comme une forme de réelle politique lui avait valu le mépris
de l'intelligentsia libérale britannique qui lui reprochait son cynisme. Ainsi, le poète romantique Lord Byron n'hésita pas à le décrire comme un mécréant au sang froid et indifférent. Chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, Castlereagh devait essuyer les crachats et les insultes de ses contemporains. Comme l'écrit Kissinger, lors de chaque négociation, Castlereagh devait livrer une bataille bien plus difficile avec son propre cabinet qu'avec ses homologues étrangers. Je suis convaincu que Castlereagh incarna plus que tout autre le prince de Machiavel. Ce qui définit le prince, ce n'est en effet pas le cynisme, la manipulation ou la brutalité, non. Comme l'explique si bien Metin Arditi, le prince est d'abord celui qui abandonne son propre salut pour le bien de tous. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous devez être aussi extrême que Castlereagh, qui en 1822, épuisé et miné par la violence des attaques et de la calomnie qui s'abattait sur lui, décida de se trancher la gorge avec un coupe-papier. Non, je vous rassure, il y a d'autres manières d'être un homme d'État. Enfin, je l'espère. Plus sérieusement, cela nous rappelle que la réelle politique ne peut être l'apanage que de ceux qui sont dotés d'une certaine épaisseur, de ce que je nomme une colonne vertébrale intellectuelle et humaine. Or, ils sont bien rares sur notre scène politique actuelle. Où sont aujourd'hui les Richelieu, Bismarck, Castlereagh, Metternich qui pourront bâtir l'Europe puissance du XXIe siècle? À l'heure des réseaux sociaux, de l'instantanéité de l'information et du règne de l'émotion permanente, l'Europe doit donc plus que jamais placer à sa tête des intellectuels hommes d'action capables de replacer la diplomatie européenne dans une perspective de long terme, d'avancer par des petits pas pesés et calculés et de s'inscrire ainsi dans la lignée de ceux qui ont forgé la grande diplomatie européenne du XIXe siècle. À cet égard, à tous ceux qui clament que le poste de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité n'est pas une position de pouvoir, je répondrai qu'il ne l'est pas encore, car ses titulaires successifs n'ont pas su le rendre tel. Un poste devient ce qu'il est par ceux qui l'incarnent. En conclusion, j'aimerais revenir sur un épisode survenu il y a un peu plus de 2 ans et auquel nos médias n'avaient accordé quasiment aucune attention. Lorsque Xi Jinping s'est rendu en visite d'État en Grèce en novembre 2019, il a dit aux Européens que nous partagions une chose fondamentale avec la Chine. Nous sommes une civilisation. Il est tragique qu'il faille que ce soit le dirigeant d'une puissance rivale, celle-là même qui, par ses nouvelles routes de la soie et ses différentes stratégies d'influence, cherche constamment à nous diviser, qui nous rappelle qui nous sommes. Oui, l'Europe est une civilisation. Entre la construction du Parthénon et aujourd'hui, plus de 24 siècles se sont écoulés. Ce sont ces 24 siècles marqués par des déchirements, des tragédies, mais aussi des périodes lumineuses, des grandes découvertes et une place unique accordée à l'art, au savoir et à la transmission qui nous ont façonnés. Nous, Européens, sommes les produits d'une culture et d'une histoire qui nous confèrent un regard unique sur le monde et une capacité à en appréhender la complexité dont aucune autre puissance n'est dotée. Alors que nous voyons souvent la diversité de l'Europe comme un facteur de vulnérabilité, elle est au contraire notre plus grand atout pour comprendre un monde de nuances en proie à de profonds changements. Je suis convaincu que tous les Européens, quelle que soit leur origine, leur nationalité ou leur niveau d'éducation, portent en eux quelque chose de singulier, qui est le fruit de notre histoire commune. Le simple fait de vivre dans des villes qui ont des millénaires d'histoire, de grandir dans des villages où nos églises sont les témoins de plusieurs siècles, de fouler un sol et voir des paysages qui ont été façonnés par des générations d'hommes et de femmes, nous rappelle que tout se construit dans le temps long
et que nous ne sommes que les héritiers d'aïeux dont nous devons être dignes. Les drames et horreurs qui se sont déroulés sur nos terres nous remémorent constamment que le monde ne peut pas être compris à travers des principes absolus et une vision manichéenne où la morale l'emporterait sur tout. Or, l'immense fragilité de l'Union européenne est qu'elle s'est construite dans le déni de son héritage. Non, l'Europe n'est pas née le 9 mai 1950. Nous ne sommes pas seulement les héritiers des pères de l'Europe et des rares figures telles qu'Érasme qui sont passées entre les fourches caudines des tenants de la mémoire européenne. Européens, nous avons été façonnés par tous ceux qui nous ont précédés, avec leur part de lumière et leur zone d'ombre. Par ailleurs, ce n'est pas en faisant table rase de ce qui a précédé la fin de la Seconde Guerre mondiale que nous empêcherons à notre continent de sombrer à nouveau dans l'horreur. La tragédie yougoslave nous l'a rappelé de la plus cruelle des manières. C'est donc dans notre histoire et ce qui fait notre identité européenne que nous devons chercher les clés qui nous permettront de nous affirmer en tant que puissance capable de défendre nos intérêts et transmettre nos valeurs aux générations qui nous suivront. Sur le plan diplomatique, cela signifie désormais renouer avec une tradition de réalpolitik européenne dans laquelle se sont inscrits des figures telles que Talleyrand, Castlereagh et Metternich. Mais nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit nous nous nourrissons des générations et des siècles qui nous ont modelés. Reconnaissons enfin qu'il y a une culture européenne différente de la culture occidentale, et alors nous aurons à nouveau une chance d'écrire l'histoire. Soit nous continuons de renier ce que nous sommes, de nous contenter d'être les héritiers arrogants de fragments de notre histoire, et alors s'ouvrira une longue période de déclin, faite d'humiliation et de spasmes plus ou moins tragiques. Pour beaucoup, bâtir une réalpolitik de l'Europe et ainsi nous donner les moyens d'écrire à nouveau l'histoire peut paraître un rêve hors de portée. Mais comme l'écrivait l'étudiant Kissinger dans des lignes superbes qu'il consacrait à Metternich, les hommes deviennent des mythes, non par ce qu'ils savent, ni même par ce qu'ils accomplissent, mais par les buts qu'ils se fixent. Le temps est donc venu pour les Européens d'avoir à nouveau de grands rêves pour l'Europe. Je vous remercie. À la chaleur des applaudissements, je crois que je peux me faire le porte-voix des spectateurs de cette conférence pour dire que vraiment c'est un bonheur de vous écouter, d'écouter une voix jeune et qui ne mimait pas le désabusement des anciens. Vous avez dit ce que vous pensez, donc on a bien fait de vous inviter. Merci beaucoup, Jérémy Gallon. Alors j'aurais simplement pour commencer une question. Vous posez des questions aux dirigeants européens. Et vous demandez, vous avez défini la réalpolitik d'une certaine manière en vous demandant s'il ne fallait pas évaluer la force des idées. Alors, première question, est-ce que la faiblesse idéologique de l'Europe ne constitue pas finalement un obstacle fondamental au déploiement d'une réalpolitik européenne ? C'est une très bonne question, mais je crois que justement la force de l'Europe est de ne pas s'enfermer dans le manichéisme d'une idéologie. Elle est justement dans la compréhension des nuances. En revanche, derrière votre question, je pense qu'il y a cette idée qu'il n'y a plus de passion en Europe. Aujourd'hui, le projet européen, il est désincarné.
Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de se rattacher à une idéologie, parce qu'une idéologie, elle porte, elle emporte. Et ce qui est terrible dans le projet européen, c'est qu'aujourd'hui, il est déconnecté de nos concitoyens. Il ne leur parle plus. Il ne leur parle plus. Aujourd'hui, vous êtes présents ici, vous vous intéressez aux questions internationales, mais dans nos campagnes, moi j'ai grandi dans les zones rurales en Auvergne, dans nos banlieues. Le projet européen, il paraît incroyablement distant. Il ne parle plus aux gens. Et donc je pense qu'il y a une vraie question qui est comment on remet de la chair dans le projet européen. Comment on redonne un sentiment d'appartenance à l'Europe, un sentiment de fierté européenne. Et je crois que les responsables politiques nationaux ont une vraie responsabilité à cet égard. Ils n'ont pas su faire ce travail de pédagogie, aller parler de l'Europe sur le terrain, aller dans les zones rurales, aller dans nos banlieues, expliquer pas nécessairement tout ce qui va bien, tout ce qui fonctionne, mais parler de comment l'Europe affecte chacun d'entre nous. Et là, on arrivera à mettre les gens à bord. Et s'il doit y avoir une idéologie européenne, c'est celle-ci. Il y a un terme que vous n'avez pas employé, j'étais un peu surpris, c'est le terme de technocratie. Parce que ce qu'on reproche à l'Europe, d'abord, c'est d'être technocratique. Et l'Europe, ça n'a pas commencé par la culture, contrairement à ce que disait Jean Monnet, ça a commencé par l'euro, pour beaucoup d'entre nous. Et sur l'euro, il n'y a ni, vous avez beaucoup parlé de culture, il n'y a ni la figure de Dante, ni la figure de Molière, ni la figure de Shakespeare, ni la figure d'aucun des grands hommes qui ont incarné l'Europe. Voilà. Donc je pense que peut-être c'est par là qu'on pourrait commencer, c'est par remettre des figures sur nos billets de banque au lieu de mettre des ponts et des passerelles qui ne représentent rien pour nos concitoyens. Voilà, c'est une petite observation. Simplement, avant de laisser la parole à Armelle Charrier qui va dialoguer avec vous, comme vous avez été peu disert finalement sur la question de la crise migratoire, que vous avez néanmoins abordée, et que j'imagine vous excellez dans cet exercice, je vais vous faire commenter une citation. Une citation très courte, rassurez-vous, une citation de Régis Debray. Qui entend se surpasser commence à se délimiter. Je pense que l'Union européenne a fait une erreur fondamentale sur la question migratoire, dès le départ. Elle n'a pas compris que la contrepartie de la libre circulation des personnes en son sein était d'avoir des frontières extérieures fermées et qu'elle contrôlait. Et un citoyen, un individu, il a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Il a besoin d'avoir le sentiment que là où il vit, le territoire où il est, n'est pas ouvert à tous les vents. Et ce qu'on a vu lors de la crise migratoire de 2015, c'est que d'un seul coup, on a été submergé, que c'était la panique, que les flux migratoires augmentaient et on était incapable de contrôler nos frontières. Et ça a suscité de la panique, de la peur, de l'anxiété. Il y a la peur de l'autre qui joue évidemment. Mais moi, ce que je trouve tragique dans la crise migratoire de 2015, c'est qu'on aurait pu se dire en 2015, on a fait une erreur. Cette erreur, on l'a faite depuis le début, on va la corriger. Depuis 2015, on a très peu changé notre politique migratoire. Le fait est qu'il y a un règlement de Dublin. En 2015, il n'y avait pas une journée où aux informations, on ne vous expliquait pas qu'on allait le changer, le règlement de Dublin, qu'on allait le réformer. On est en 2021, on ne l'a pas réformé. Oui, on a développé un corps de garde-frontières européen, Frontex. Il s'est développé, mais il n'est pas encore au niveau où il devrait être. Il ne bénéficie pas toujours non plus de la coopération des États membres, qui sont assez réticents à le faire intervenir pour protéger leurs frontières. Et donc le résultat, c'est quoi ? C'est que plus de 6 ans après la crise migratoire, on est encore l'otage d'un Loukachenko, d'un Bachar el-Assad, d'un Vladimir Poutine, qui utilisent l'arme de l'immigration illégale pour nous déstabiliser. Parce qu'ils savent très bien que nous, Européens, nous ne contrôlons pas encore nos frontières extérieures. Et donc Régis Debray a raison. Oui, il faut d'abord se délimiter si on veut être capable d'abord de s'accepter comme Européens et ensuite de se projeter. Merci beaucoup. Armelle Charrier, un grand merci d'être là ce soir. Vous avez plus l'habitude que moi de la modération, donc je vous laisse la parole. Pardon, oui, je vois que vous faites ça avec beaucoup d'élégance, Alain, et avec des bonnes questions. Donc, je reprendrai juste sur ce que vous avez dit, parce que finalement, en fait,
puisqu'on est sur une question de réel politique, puisqu'on est sur une question de pragmatisme, vous avez utilisé le terme, et même, j'allais rajouter, de lucidité, même si j'ai entendu que ça pouvait me faire passer dans le mauvais camp. Mais moi, là, je n'ai pas envie de parler de camp. J'ai envie de parler de choses qui sont concrètes. L'Europe, finalement, nous sommes nés en France, nous sommes ici à Paris. La plupart d'entre nous, c'est une évidence, l'Europe. Et les questions d'aujourd'hui, ce sont des questions qui amènent soit par la jeunesse, parce qu'on la connaît mal, parce que du coup on se pose des questions par elle, soit parce qu'à un moment donné, on a été blessé par l'Europe et qu'on l'a mal comprise. Ça, on peut le voir dans beaucoup de choses. On le voit, moi je l'ai vu dans des campagnes, par exemple, avec des agriculteurs qui ne comprenaient pas quelles étaient les lois européennes, avec, je me souviens de bergers dans les Pyrénées, par exemple, qui me disaient « Regardez, il a fallu que je fasse construire une laiterie là-haut dans les hautes montagnes et que du coup j'ai un hélicoptère qui amène des grands carrelages pour être aux normes européennes dans ma laiterie où j'ai toujours travaillé directement dans un chaudron. » C'était il y a longtemps. Et pourquoi je vous le raconte ? Parce que ce n'est pas pittoresque. Parce que ces mots-là, je les ai exactement retrouvés lorsqu'on a parlé du Brexit. Parce que ces mots-là, on les retrouve quand on va parler avec des Polonais et du Polexit. Et ça, c'est ce que j'appelle le peuple qui a été fragilisé par l'Europe. Et puis ensuite, il y a des gens, tout simplement, qui ont été pro-européens et puis qui ont observé et qui ont vu, à un moment donné, des failles qui se mettaient en place où, d'un seul coup, l'Europe ne pouvait plus se diriger comme ils pensaient qu'elle pouvait se diriger. Je pense à une histoire qui n'est pas si loin que ça. C'était au moment où, par exemple, à un moment donné, on parlait de l'accord sur l'Iran, on parlait de l'accord sur le nucléaire, où on avait envie, là, de remettre en place des mouvances économiques et qu'à partir du moment donné où les États-Unis sont sortis de l'accord, eh bien, nous, alors qu'on était partants, alors qu'on avait signé, alors qu'économiquement, cela nous convenait, alors qu'on avait des marchés énormes qui s'ouvraient, on n'a absolument pas été capable de le faire, même si on le voulait. Par l'extraterritorialité, certes, du dollar, mais en tout cas aussi à ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce que je fusionne toutes ces questions ? Parce que ça m'amène à poser une question économique avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de rentrer dans l'identité, dans les valeurs européennes, dans ce que l'on peut défendre, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe, économiquement, elle existe encore ? Est-ce qu'elle ne s'est pas appauvrie ? Est-ce qu'entre la Chine qui émerge, l'Inde qui va avec elle, les États-Unis qui sont là, la Russie qui, bien qu'elle ait des problèmes, pointe quand même le bout de son nez, est-ce que déjà, soyons clairs, est-ce qu'on peut parler d'Europe en poids économique ? Vous avez dit premier partenaire commercial, mais est-ce que le poids économique européen, il fait qu'à un moment donné, on va pouvoir se défendre face à ces pays-là, face aux GAFA qui nous écrasent complètement, et là on est en faiblesse totale européenne. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors je pense que le facteur économique est évidemment essentiel. Mais là, il y a plusieurs manières de voir les choses. On peut voir la phase très négative. La phase très négative, c'est quoi ? On prend les 10 premières capitalisations boursières. Il y a aujourd'hui 7 sociétés américaines, 2 sociétés chinoises, une société saoudienne. On prend les 20 premières boîtes entreprises en matière de technologie, 11 américaines, 9 chinoises. On prend les 15 premières places financières mondiales, il n'y a que 2 européennes, Paris à la 10e place, Francfort à la 15e. Et je pourrais continuer les indicateurs encore et encore. Un autre exemple, juste, l'intelligence artificielle, la blockchain. On connaît tous la phrase de Vladimir Poutine qui dit « Celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde de demain ». En 2020, 80% des investissements globaux en intelligence artificielle et en blockchain ont été faits par la Chine, et les États-Unis. L'Europe, 7%. Ça, c'est effectivement la face sombre. La face positive, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de continent qui ont plus de chercheurs en intelligence artificielle que l'Europe. 43 000 en Europe, à peine 28 000 aux États-Unis, 18 000 en Chine. On a un potentiel de talent inégalé. 450 millions de citoyens avec un niveau d'éducation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une culture, profondeur historique. Quand on parle de puissance, aujourd'hui, je le disais, on est la puissance normative. Vous parliez de technocratie bruxelloise.
Moi, la technocratie bruxelloise, on lui tape très souvent dessus. Moi, je la trouve plutôt assez efficace. Elle a moins de fonctionnaires que la ville de Paris. Elle est capable de bâtir des législations que tous les pays du monde nous envient et reproduisent, dans tous les domaines. L'environnement, la finance, le digital. Il y a des textes en ce moment qui sont en négociation, qui sont extrêmement importants sur la manière dont on va réguler justement les GAFA. Donc je crois qu'on a des atouts. On a aussi une expérience industrielle, une expertise industrielle. Donc je pense que les atouts, on les a. Mais en revanche, on n'a pas été capable de libérer ces énergies jusqu'à présent. Et puis il faut être honnête, on n'est pas capable pour l'instant de conserver nos talents. Il suffit de voir le nombre d'économistes, de microbiologistes qui partent à l'étranger. Regardez le patron de Moderna, Stéphane Bancel, il est français. Et je crois que les sociétés européennes, malheureusement, ont été très fortes pour mettre des carcans. Des carcans sur l'innovation, sur la recherche, sur ceux qui veulent entreprendre. Alors, il y a des évolutions positives. Là encore, il y a des motifs d'espoir. Les licornes, ces startups qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Pendant des années, on a dit l'Europe n'écrit plus l'histoire dans ce domaine-là. Elle est loin. C'est la Chine, les États-Unis qui ont des licornes. L'année dernière, 98 licornes européennes. La Chine n'en a produit que 28. Il y a eu un renversement. Pourquoi ? Parce que dans ce domaine, on a été capable en Europe de créer un écosystème vertueux. Faire travailler ensemble les universités, les centres de recherche, les start-up et les financements. Et ça, il faut le reproduire. Ça prendra du temps, mais le déclin n'est pas quelque chose qui est... Nous ne sommes pas condamnés au déclin. Et sinon, si on était condamné au déclin, je vais être très honnête avec vous, j'ai 36 ans, je ne serai pas là. J'ai envie d'y croire. On a tout pour réussir. Alors, je vais quand même vous poser une question, puisque vous parlez de vous. Vous avez 36 ans, je suis obligée de vous la poser, on est dans le cadre de l'IHEDN. Vous croyez en l'Europe, vous êtes à Bruxelles, et pourtant, vous ne travaillez pas pour une société européenne, vous travaillez pour une société américaine. Pourquoi ? C'est une très bonne question. Moi, quand j'ai été adolescent, j'ai été frappé de voir que nous avions des élites franco-françaises qui passaient peu de temps à l'étranger, n'étaient pas allés se construire à l'étranger, étudier à l'étranger, et pensaient avoir tout compris du monde qui les entourait. Et je me suis promis d'avoir un parcours et un chemin différent. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'avais 20 ans, je suis parti étudier en Chine. Parce que je me suis dit, la Chine sera un des grands acteurs de demain. Donc je suis allé étudier à l'université de Tsinghua, qui forme les futurs dirigeants du Parti communiste chinois, parce que je voulais voir comment les élites chinoises étaient formées. Je suis allé aux États-Unis pour étudier, parce que je voulais voir comment ils transmettaient le savoir à leurs futures élites. Et oui, aujourd'hui, je travaille pour une firme américaine qui est spécialisée dans le conseil géopolitique. L'idée est toute simple, de la même manière que les grandes entreprises sont conseillées par des avocats, des banquiers, aujourd'hui on les conseille, elles ont besoin d'être conseillées par des diplomates. Celui qui a inventé ce métier-là, il est américain, il s'appelle Henry Kissinger. Il a fondé en 1982 Kissinger Associates. Et donc oui, j'ai voulu savoir comment il faisait ce métier. Et j'ai voulu apprendre. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez, en matière de diplomatie commerciale, des gens qui ont un niveau d'expertise qui ont très peu d'équivalent. Et donc oui, j'assume complètement d'être allé à l'étranger, de continuer d'aller à l'étranger, de me nourrir d'autres influences, parce que je pense que si on veut être capable de bâtir une Europe demain plus forte, une France plus forte, il faut être allé voir ce qui se fait à l'étranger, essayer d'en avoir tiré le meilleur, pour ensuite façonner avec notre héritage. Et c'est pour ça, nous, Européens, ce n'est pas une question personnelle, mais c'est nous, Européens, si nous assumons notre héritage d'Européens, et qu'en plus nous sommes capables d'aller prendre ce qu'il y a de meilleur dans les autres pays, alors là, oui, nous façonnons le monde de demain. Alors j'ai encore 2 questions, mais l'une d'elles, c'est... Les applaudissements. L'une d'elles, c'est sur, quand même, qui on veut à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réel politique, on se laisse un peu porter justement par le fait qu'on ne sait pas parler ensemble, on a 27 pays à coordonner. Vous avez expliqué effectivement que les parcours sont très divers selon que l'on soit d'un pays ou d'un autre, quand on est en diplomatie par exemple. Mais quand je vous écoutais,
j'ai toujours ces questions qui me reviennent. Vous avez fort bien commencé de façon historique, parce que ça nous ramène, j'allais dire, à nos plus belles heures, quelque part, les plus sombres, les plus dures. 1943, on est dans la Seconde Guerre mondiale, on est à Téhéran, Churchill qui se fait cette réflexion, et puis quand on lit avec beaucoup d'attention le général de Gaulle, qui tout de suite se pose en fait en réflexion sur la position que va avoir la France à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il ne veut pas être emmené par les Américains. Et c'est vrai qu'à toujours, on a en tête, finalement, est-ce que quand on est européen, on est un peu américain? Est-ce que quand on est européen, on n'est pas du tout américain? Et on voit quand on parle d'Europe et quand on veut parler de réel politique, en quelque sorte, qu'on est obligé de se situer sur ce baromètre-là. On a peut-être un peu de mal à le concevoir au départ parce que, vous l'avez rappelé, on est dans un amphifoche ici, quand on parle de guerre, les Américains sont nos alliés, c'est indéniable. Lorsque l'on a besoin d'eux, ils répondent présents, c'est indéniable. Lorsque l'on parle des sous-marins nucléaires australiens, les Américains ne sont plus nos alliés. Mais entre-temps, on les a tellement souvent nommés des amis. Pas de sentiment, avez-vous dit dans la réelle politique, pas de sentiment. Il faut enlever ce terme ennemi. Et ce terme ami, et ce terme allié, finalement, c'est certainement celui qui est là. Et lorsque l'on parle évidemment de business, là, c'est l'ADN américain. Toujours, toujours, quoi qu'il arrive, ils font avant tout du service. C'est un pays libéral, comme peuvent l'être d'autres pays. Le Royaume-Uni, dont vous avez parlé, nos amis allemands, qui ne sont pas toujours nos amis quand il s'agit d'affaires, parce qu'ils ont effectivement un premier partenaire commercial qui sont les Américains. Donc tout cela amène à se poser des questions finalement sur la question européenne, parce que l'Europe, certes, elle a été pensée dans une protection, certes, elle existe aujourd'hui en économie, mais en même temps, est-ce qu'elle sert les Américains? Est-ce qu'elle ne sert pas les Américains? Est-ce que les pays européens peuvent être cohérents par rapport à ça? Et comment est-ce que dans ces cas-là, on aborde la question de la Russie? Alors, ce sont des questions effectivement très importantes. Moi, je pars d'un point de départ, qui est que l'européanité n'est pas l'occidentalité. Européens, nous avons un héritage qui nous est propre, et les États-Unis sont un pays que j'aime énormément. J'ai beaucoup d'amis, j'y ai travaillé, étudié, mais c'est un pays qui n'a pas toujours les mêmes référentiels que nous. Vous parlez à un Américain, il n'y a pas le même rapport à l'histoire, le même sens du temps long. Ensuite, je pense qu'une boussole par rapport aux États-Unis, c'est Raymond Aron. Raymond Aron, c'était quelqu'un qui était extrêmement critique de la politique étrangère américaine durant la guerre froide, extrêmement critique de l'impérialisme américain. Il écrivait notamment des éditos dans le Figaro qui étaient extrêmement durs, y compris à l'égard de son ami Kissinger. Mais à la fin des fins, Aron disait « À choisir entre l'URSS, le goulag et la démocratie américaine avec toutes ses imperfections, je choisis l'Amérique. » Et je pense qu'il faut des boussoles comme ça. Mais ça ne l'empêchait pas au quotidien d'être critique des États-Unis. Je pense que les États-Unis aujourd'hui sont notre allié. Et pourtant, oui, et je les ai rappelés, il y a bien des moments où il y a des divergences stratégiques extrêmement fortes entre les États-Unis et les Européens. Parfois, donc aucune naïveté. Parfois, ils nous entraînent loin. En Irak, ils ont voulu un petit peu nous entraîner loin. Là, sur la question ukrainienne aujourd'hui, bien sûr, il y a des divergences. Il y a des divergences stratégiques. Mais justement, à nous, Européens, d'avoir la force, l'indépendance, pour parfois dire non. Pour parfois dire, on prend une position différente. Mais je suis désolé, aujourd'hui, à nouveau, entre la Chine et les États-Unis, il y a quand même une démocratie. Dieu sait qu'elle a des imperfections, la démocratie américaine. Dieu sait qu'on a vu, notamment sous la présidence Trump, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais entre une démocratie, la démocratie américaine, et la Chine, qui multiplie les camps de concentration au Xinjiang, je pense qu'à un moment donné, en tant qu'Européens, si on assume notre identité, on assume aussi d'être plus proche des Américains. Mais là encore, ce n'est pas un alignement. Il y aurait une question là qui nous est parvenue, puisque des questions nous parviennent en même temps qu'on fait la conférence, qui est assez intéressante, à savoir que la réelle politique, quand on vous écoute, semble impliquer d'abord de porter l'efficacité au rang de valeur première. Et la question est très simple, c'est est-ce que la Chine n'est pas à cet égard la nation la mieux placée pour la réelle politique? Première question.
Je ne pense pas que la réelle politique porte l'efficacité comme valeur absolue. Parce que si vous portez l'efficacité comme valeur absolue au détriment de toutes les autres, votre politique étrangère n'est pas soutenable, en particulier dans une démocratie. Parce qu'à un moment donné, votre population ne va pas vous suivre. Si vous êtes guidé uniquement par le cynisme, si seule l'efficacité est votre boussole, alors à un moment donné, vous allez perdre nécessairement le soutien de votre opinion publique. Et donc, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, le seul qui a incarné à un moment donné la réelle politique, c'est Kissinger. Et au début, les Américains ont été stupéfaits par son génie européen, par sa capacité à redessiner les équilibres du monde, se rapprocher de la Chine, mettre en place une politique de détente. Mais à un moment donné, toute cette efficacité, tout ce brio, ça ne correspondait pas à leur volonté, à cette idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes, à cette idée de non, on n'est pas uniquement dans le cynisme, on aime porter des croisades morales, on aime se penser unique. Et donc, les Américains l'ont rejeté. J'ai pas mal de questions aussi qui montrent le doute qui existe sur une des plus grandes... Ah, pardon, excusez-moi. Il y a pas mal de questions aussi sur le doute qui existe quant à l'existence d'une diplomatie unifiée européenne. Là, j'ai une question de Jean-Pierre de Soissons. Est-ce qu'actuellement, on n'assiste pas à un retour de la réelle politique des États européens qui va rendre impossible toute réelle politique unifiée en Europe ? Alors là effectivement, il y a, je crois, d'abord un principe de réalité, qui est que les États de l'Union européenne, seuls, ne pourront pas exister dans le monde de demain. C'est une illusion de penser que seuls, nous avons le poids commercial, le poids économique, le poids démographique, pour négocier des accords qui nous soient favorables, pour lutter contre les stratégies d'interférence des autres puissances, bref, pour défendre nos intérêts, et donc les intérêts de nos concitoyens. Vous parliez des agriculteurs tout à l'heure. Si aujourd'hui on veut être capable de protéger des standards européens, si on veut être capable de mettre certaines barrières d'ordre commercial, on ne peut le faire qu'au niveau européen. Si on veut être capable de protéger nos agriculteurs, ça ne se fera qu'au niveau européen. Si on veut être aussi capable, pas simplement de les protéger, mais de les aider à exporter, de les aider à découvrir de nouveaux marchés, ça se fera au niveau européen. Donc, il y a une question d'abord d'échelon critique. Ensuite, est-ce qu'on est, depuis quelques années, quelques décennies même, dans une logique où il y a beaucoup d'États membres qui développent des stratégies égoïstes ? Oui, bien évidemment. Il suffit de voir un certain nombre d'États européens, par exemple, qui ont rejoint les nouvelles routes de la soie, qui ont accepté, en échange d'une perte de leur souveraineté et donc d'un affaiblissement de l'Europe, les financements chinois en matière d'infrastructures, etc. Mais justement, là, il faut recréer un élan européen. Il faut qu'il y ait une diplomatie européenne qui s'incarne, et moi je crois qu'elle s'incarne aussi par des hommes, par des figures, qui sont capables à un moment donné, par leur poids moral, par leur vision, de dire on se met tous derrière une vision européenne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces leaders européens, ils n'existent pas. Parce que, soyons honnêtes, qui avons-nous nommé dans une grande majorité à Bruxelles ? Des leaders qui ont pour principal mérite de ne pas faire d'ombre aux leaders nationaux. Et ça, il faut que ça change aussi. Oui, on se demande même si démocratie et réelle politique, donc comme on est très pressé, je n'aurai pas le temps de développer beaucoup, sont véritablement compatibles, puisque vous avez dit que le court-termisme qui caractérise nos sociétés, mais il faut quand même le dire aussi, les sociétés démocratiques, pas simplement en raison du primat du temps médiatique, mais en raison des cycles électoraux. Est-ce que finalement, réelle politique et démocratie sont compatibles ? Je pense que dans une démocratie, ce qui est certain, c'est que vous avez un effort de pédagogie beaucoup plus important à faire. Et la figure de Kissinger est aussi très intéressante à cet égard. On est dans une démocratie, les États-Unis, ça ne l'empêche pas de bâtir une politique de long terme. Mais en revanche, ce que fait Kissinger, et ça c'est assez peu connu chez le personnage, c'est qu'il allait très régulièrement aux quatre coins de l'Amérique, y compris dans les États souvent oubliés du sud des États-Unis, du Midwest, pour aller expliquer les tenants de sa politique étrangère. Parce qu'il avait compris que dans une démocratie, c'est effectivement la différence avec un régime comme le régime chinois, il faut emporter les gens avec vous.
Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas dessiner simplement la diplomatie dans un palais reclus avec quelques conseillers. Non. Il faut arriver à mettre les gens à bord. Sinon, dans le long terme, vous ne dessinez rien. Alors moi, j'ai une dernière question, je crois, sur en fait un peu les valeurs européennes. Vous en avez beaucoup parlé, vous les avez répétées. Quelles sont les valeurs européennes finalement? Et quand on se promène dans cette Europe, on se rappelle qu'il nous faut beaucoup d'histoire, qu'on a beaucoup guerroyé, mais qu'on s'est aussi beaucoup trahi, mais qu'on s'est aussi beaucoup entendu, qu'on a aussi beaucoup partagé la même religion, même si à un moment donné, elle s'est éclatée du temps du protestantisme, par exemple. Mais on l'a partagée. Aujourd'hui, on n'aime pas trop en reparler. Alors, dans certains pays, ça peut effectivement beaucoup interloquer. Et puis, on a aussi en commun, finalement, l'art, qui nous a toujours unis et qui fait que lorsque l'on se promène d'un endroit à un autre endroit, quand on ouvre la porte des musées, quand on regarde finalement justement les églises, les palais, les jardins, l'ordonnancement des jardins, tout cela on le comprend parce qu'on est européen finalement. Et dernièrement, je suis allée en Pologne et je me suis rappelé que nous avions eu un roi de France, c'était Henri III, qui avait été roi de Pologne, et qu'on avait eu l'épouse de Louis XV, qui avait aussi, à un moment donné, été une Polonaise. Donc c'est en permanence ce discours-là qu'il faut ramener, finalement, pour aller choyer la jeunesse et lui raconter cette histoire. Mais vu que tout ça s'évapore, est-ce qu'on va garder ces valeurs européennes avec l'ensemble de l'Europe, avec les 27 pays, ou est-ce qu'on va avoir une division européenne? Est-ce qu'on va avoir un monde plus petit, plus occidental? Vers quoi va-t-on aller? Je crois que Alain faisait référence à la citation de Régis Debray. Il faut se délimiter pour se projeter. De la même manière, je pense qu'il faut s'accepter pour être capable d'écrire l'histoire. Et moi, je suis toujours stupéfait, vous l'avez dit, qu'on ne soit pas capable d'accepter qui nous sommes. Oui, nous sommes une civilisation judéo-chrétienne. Oui, c'est une évidence. Enfin, voyager à travers l'Europe, dans chaque village, des églises, etc. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers de l'humanisme, de la Renaissance, des Lumières. Nous sommes les héritiers de tout cela. Alors, je ne vais pas faire un catalogue des valeurs, mais assumons qui nous sommes. Et si nous assumons qui nous sommes, ça n'est pas pour exclure, ça n'est pas pour dire que nous allons toujours rester tels que nous sommes. Non, nous nous acceptons pour être capables aussi d'évoluer, pour être capables d'accepter d'autres. Ce sont toujours les sociétés dans l'histoire qui étaient très à l'aise avec qui elles étaient, avec leur héritage, qui étaient capables d'intégrer et d'accepter l'altérité. Aujourd'hui, je pense que si nous refusons autant l'altérité, si nous avons aussi peur de l'ailleurs, c'est que nous sommes d'abord extrêmement mal à l'aise avec qui nous sommes et notre identité. Écoutez, merci beaucoup. Moi, on va continuer avec les citations comme ça, mais en vous écoutant, je pensais à Jean-Paul Sartre qui expliquait bien, bon, lui aussi il avait peut-être des problèmes, il se mentait peut-être aussi à lui-même, mais que c'était se mentir à soi-même, la mauvaise foi, qui était vraiment l'antinome de la liberté. Bon, de ce point de vue-là, on a entendu une parole libre, parce que j'ai l'impression que vous ne feintez pas et vous ne vous mentez pas à vous-même, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Jérémy Gallon.